plaisante. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, parce que c'est un moment important, mais aussi parce que la LDH, sur ces dernières années, et sur les années à venir aussi, je l'espère en tout cas, on a mené un certain nombre de combats ensemble. Et donc, c'est très important ce moment d'échange. Vous l'avez dit ce matin déjà, mais la démocratie et l'état de droit, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça dépend bien des luttes qu'on est capable de mener et du rapport de force qu'on est capable de mettre. Si nous, ici, je pense qu'on partage tous ce constat et qu'on le sait, eh bien, le camp d'en face le sait tout autant. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont plutôt intérêt, justement, à fractionner, précariser le monde du travail, précariser de manière générale la société, parce qu'ils y sont quand même de manière générale plutôt parvenus, notamment en essayant de s'attaquer aux services publics. Mais je vais prendre là deux exemples très concrets auxquels on a été sur les dernières périodes confrontés, qui montrent bien quand même le lien entre démocratie sociale, l'atteinte au droit, et précarité. Le premier, c'est un sujet sur lequel j'interviens dans mes missions à la CGT, qui est celui des droits des travailleurs étrangers. Ça fait maintenant quasiment, on va dire un peu plus de 15 ans que la CGT accompagne ce que l'on appelle les travailleurs sans papier. Dans les dernières périodes, on a tendance à dire les travailleurs étrangers dans leur ensemble, parce qu'on a vu qu'il y a quand même une évolution sur la période récente. Avant d'aller plus loin, ça me permet de souligner la lutte victorieuse des travailleuses sans papier du boulevard de Strasbourg, récemment au bout de 78 jours de lutte. C'est très important parce qu'en fait, le patronat, il a très vite compris quel bénéfice il pouvait tirer d'une partie de la population qui a une double précarité. Double précarité qui a été imposée d'une part par le pouvoir politique, de par le fait qu'on a précarisé administrativement toute une partie de la population en les privant d'un titre de séjour. Et on sait très bien que quand on n'a pas de papier, quand on n'a pas de titre de séjour, on n'a aucun droit. Et donc, quand on est au travail, qu'on a un patron en face de nous, eh bien, finalement, on est obligé d'accepter n'importe quelle condition de travail. On l'a tout de suite vu quand on a été amené à accompagner ces travailleurs. Et donc, permettre à ces travailleurs de s'exprimer, d'obtenir des droits, y compris à régularisation, ce qui a été le cas d'ailleurs en 2012, même si c'était largement insuffisant. Mais la circulaire Valls, par exemple, en tout cas les droits à régularisation, ont permis quand même de sécuriser ces droits. Ça, c'est la première chose. Donc précarité administrative, mais précarité aussi du travail. Lydie en a parlé tout à l'heure. Il y a un certain nombre de travailleurs, plusieurs millions dans ce pays, qui sont des travailleurs précaires, voire même très précaires, qui sont des travailleurs intérimaires. Mais pour le coup, là, quand il s'agit de travailleurs sans papier, ce sont souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des travailleurs qui sont précarisés administrativement, mais en plus, ils sont précarisés dans le travail parce que très souvent, ce sont des travailleurs intérimaires ou travaillant pour une société sous-traitante de plusieurs niveaux d'un donneur d'ordre, ce qui fait qu'en fait, ils sont obligés d'autant plus d'accepter les conditions qui leur sont imposées. On l'a vu notamment lors du conflit de 2023, du conflit coordonné en région parisienne. On a eu à peu près le même conflit coordonné au début, à la fin des années 2000. Et en fait, à la fin des années 2000, on avait la majorité, très grande majorité des travailleurs qui dépendaient des donneurs d'ordre. En 2023, ils étaient 90% à être des salariés d'agences intérimaires. Donc ça montre bien quand même la précarité imposée à ces travailleurs. Et puis, autre exemple, celui des intermittents du spectacle. La semaine dernière, il y a une dizaine de jours, se tenait le Festival de Cannes. Et on a tous vécu avec une sorte de stupéfaction, mais qui finalement ne nous étonnait pas, la réaction du patron de Canal+ suite à la tribune contre Bolloré. Eh bien, quand on a fait le meeting à Montreuil contre les libertés
Sur les libertés syndicales, vous étiez là avec nous, on a contacté un certain nombre de camarades pour faire un état des lieux sur les libertés syndicales. 1000 camarades qui sont concernés plus ou moins directement. Et on a pris attache auprès des camarades du spectacle qui nous disent « Ouais, mais nous, c'est un peu particulier parce qu'en fait, notre métier même, il est sujet à la répression syndicale. » Ils se sont aperçus en fait qu'il y avait un fichier qui est tourné qui fichait 800 personnes qui osaient demander d'être payées pour les heures supplémentaires, qui a respecté le droit à congé, etc. Et donc, chaque fois qu'il y en a un qui demandait simplement à faire respecter les droits, eh bien, il se faisait ficher. Donc, on n'a pas découvert au Festival de Cannes que les patrons, finalement, mettaient en place des fichiers pour bien ne pas subir, pour contourner le droit et donc remettre en cause en quelque sorte l'état de droit. Mais tout ça, ça s'est accompagné, j'essaye de faire vite, hein, mais tout ça, ça s'est accompagné accompagné d'un certain nombre de mesures quand même qui s'est attaqué au droit, notamment plusieurs aspects, celui de l'attaque contre les bourses du travail. Alors ces derniers temps, bien sûr, on a un exemple très frappant, notamment celui de l'extrême droite contre les bourses du travail. À Carcassonne, vous avez pu le voir, les camarades ont mené une initiative la semaine dernière et ils vont en remener d'autres. Vous savez que, et vous le savez aussi bien que moi, puisqu'il s'est attaqué également à la LDH à Carcassonne, le maire a remis en cause les locaux des organisations syndicales. Il a écrit à la CGT parce que nos organisations ont eu l'outrecuidance de s'attaquer à la mairie RN. Et puis, bien sûr, les procédures Bayon qui se multiplient. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on a appris donc fin de semaine dernière que Sophie Binet est mise en examen une seconde fois pour avoir dit que l'entreprise Tefal fait une répression syndicale féroce envers ses délégués syndicaux, ce qui est purement factuel puisque on a la camarade qui est membre de la direction de la CGT, membre de la commission exécutive confédérale, qui doit passer dans les prochains jours au tribunal. Tout ça montre à quel point liberté syndicale et lutte contre la précarité, tout ça a besoin d'être renforcé pour aller conquérir du droit. Et pour cela, donc, on a besoin de lieux pour améliorer l'échange entre nous, pour retrouver des lieux de culture populaire, pour retrouver des lieux d'éducation populaire que sont nos bourses du travail. Et donc, pour faire cela, on a besoin aussi d'avoir des luttes unitaires, le plus unitaires possible. Je crois que dans la période qui s'annonce, avec une période politique qui s'ouvre, dans laquelle on va essayer de construire, je pense que l'extrême droite va essayer de construire un récit anti-immigration, anti-syndical, eh bien nous aurons besoin, plus que jamais, de manière unitaire, de construire un autre récit, un récit qui promeut la justice sociale, l'égalité et la solidarité. Merci.